Depuis plusieurs siècles, l'homme cherche à percer les mystères de la mer. Au fur et à mesure de leur découverte, les scientifiques ont nommé et classé les différents organismes qu'ils ont rencontrés. Ce travail colossal a donné naissance à de nombreux groupes, comme les mammifères marins, les poissons, les crustacés ou encore les mollusques. Parmi leurs représentants, on trouve bien évidemment les huîtres et les moules. Il existe aussi de nombreuses espèces, beaucoup moins connues, aux formes et aux couleurs inattendues. Vieux de plus de 600 millions d'années, ce groupe comprend plus de 130 000 espèces. Partons à la découverte de ces animaux sans squelette. L'observation commence sur le sable. Ces coquilles vides, qu'on appelle communément coquillages, témoignent d'une vie antérieure marine. Certainement uniques dans le règne animal, les mollusques à coquilles sont les seuls représentants marins à laisser une trace terrestre. Et quelle trace! Des coquillages que l'on retrouve échoués sur la plage. Des coquilles qui peuvent également servir de maison à des crustacés, les bernards l'ermite. Pour les observer, les rochers qui bordent la mer constituent le lieu d'observation idéal car il est le plus proche et le plus accessible. Cette zone dévoile un monde marin tantôt découvert, tantôt immergé. La succession des vagues qui déferlent est sans pitié pour ces petits animaux. À leur échelle, c'est un raz-de-marée qu'ils affrontent au quotidien, un cataclysme répété. Et pourtant, quelle vélocité surprenante chez cet escargot de mer, le bigorneau. Ses voisins sont beaucoup moins intrépides. Ventouses inertes, épousant les irrégularités du relief, ces patelles, plus communément appelées chapeaux chinois, ont une coquille grossièrement conique. Elles paraissent indélogeables, soudées au rocher. Après l'observation terrestre de cette vie marine, continuons l'exploration sous l'eau pour partir à la rencontre de ces animaux. Plongeons et passons de l'autre côté du miroir.
Ce premier regard nous rappelle la plage de sable. Seule trace des mollusques, ces coquilles vides, ici et là, aux formes et aux apparences très variées, plus ou moins colonisées par divers organismes. Vu du bord de mer, les observer paraît facile. Mais encore faut-il localiser ceux qui vivent en permanence sous l'eau. Ce sont des animaux très discrets, qui aiment le calme et la tranquillité. Ils se définissent avant tout par la consistance molle de leur corps. Mais pour se protéger, il est fréquent qu'ils élaborent des parties dures, les coquilles. Tout semble séparer une nacre d'un poulpe. Et pourtant, ils sont de la même famille. Quelles sont leurs origines communes? Comment se sont-ils adaptés à des styles de vie si différents? Pourquoi certains sont-ils encore empreints de mystère? Pour définir leur origine, il faut à nouveau remonter à la surface et s'intéresser de plus près aux chitons. Entre deux marées, ils sont à l'air libre et donc faciles à observer. De forme ovale, mesurant entre 2 et 4 cm de longueur, les chitons sont certainement ceux qui ressemblent le plus à l'ancêtre commun de tous les mollusques. À partir de là, toutes les classes ont évolué dans des directions différentes. Certains ont divisé leur coquille en deux parties, avec une charnière dorsale qui leur permet de se refermer rapidement en cas de danger. On les appelle bivalves, à cause des deux orifices qui font circuler l'eau de mer à l'intérieur et leur permettent ainsi de respirer et de manger. Ces bivalves sont en majorité fixés, mais certains sont mobiles. Autre classe, les gastéropodes, qui signifie en grec « estomac dans le pied ». Ils se caractérisent essentiellement par une masse charnue qui leur sert à ramper, appelée pied. On retrouve cette caractéristique principale chez deux types de gastéropodes marins, les escargots et les limaces. Les escargots de mer, tous porteurs d'une coquille, possèdent des branchies à l'avant. Ces branchies leur permettent de respirer. Afin de protéger leur système respiratoire et le cœur, ces gastéropodes ont subi une torsion interne. C'est ainsi que l'anus s'est retrouvé au-dessus de la tête. Les limaces, quant à elles, possèdent des branchies nues
situées à l'arrière de leur corps. Elles sont facilement observables chez les nudibranches. Parmi eux, certains rivalisent d'originalité et semblent venir d'un autre monde. Enfin, dernière catégorie de mollusques, les céphalopodes. Ils possèdent un pied à tentacules muni de ventouses que porte la tête, d'où leur nom de céphalopode, qui signifie en grec « le pied dans la tête ». Ils regroupent des animaux comme les poulpes, les calamars et les seiches. Afin de se déplacer rapidement, la coquille de la seiche a presque entièrement disparu pour être recouverte par le manteau. Mais même si on ne la voit pas, elle existe encore. C'est l'os de seiche qui s'échoue sur les plages. Ainsi, dans une évolution lente, en fonction de leur mode de vie, les mollusques ont adapté leur morphologie interne à leurs besoins, avec ou sans coquille. Les différences entre les individus sont énormes. Certains animaux sont fixes, solidement accrochés à un support, d'autres très lents, ou au contraire très rapides. Tous ont un point commun. Ils aiment être à l'abri des regards. Ils se cachent, s'enterrent ou se faufilent dans des trous très étroits. Il n'est pas évident de les repérer au milieu de la multitude d'animaux marins. Une question se pose à leur sujet. Est-ce qu'ils voient? Possèdent-ils tous des yeux? Les yeux des céphalopodes nous fixent avec une telle intensité qu'on ne met en doute ni leur existence, ni leur efficacité. Dans ce domaine, ils occupent une place privilégiée due à la perfection de leurs organes sensoriels qui captent la lumière. L'œil des céphalopodes ressemble à celui des mammifères. La pupille s'ouvre et se referme. Hormis quelques exceptions, tous les gastéropodes possèdent des yeux qui peuvent être simples ou complexes, placés à la base ou au sommet de leurs tentacules.
Chez les nudibranches, par exemple, l'œil pourtant présent est quasi impossible à discerner. Il se résume à un petit point noir situé à la base des tentacules. Quant à leur acuité visuelle, le doute s'insinue. Les scientifiques confirment que les limaces et autres escargots ont des yeux plutôt primitifs, seulement capables de détecter les variations de lumière. Certains, peut-être pour compenser ce système oculaire primitif, ont au-dessus des yeux comme des antennes qui leur permettent de percevoir les mouvements et les odeurs. Chez les bivalves, où les yeux font défaut, on observe un étonnant phénomène de compensation. Ces boules rouges, équidistantes les unes des autres, à la lisière du manteau, sont en fait des capteurs de luminosité. Certains possèdent une centaine de cellules photosensibles qui informent le coquillage des changements de lumière, comme l'ombre d'un prédateur. On en conclut assez rapidement que la quasi-totalité des mollusques ont des yeux. Mais qu'en est-il de leur manière de se déplacer? Ont-ils tous la capacité de se mouvoir? Certains ne bougent pas du tout. Coincés entre deux coraux, ils pompent leur nourriture et l'oxygène dans l'eau à l'aide de siphons. Quelques espèces fixées ont un déplacement très lent qui ne se détecte pas à l'œil nu. Par exemple, le kython donne l'impression d'être statique. Et pourtant, l'image accélérée nous prouve le contraire. Là encore, il ne faut pas se fier aux apparences. Les patelles peuvent elles aussi bouger. Pas à de grandes distances, bien sûr, mais quand même jusqu'à plus de 1 mètre de leur emplacement d'origine. Il en est de même des nacres, qui se déplacent de quelques mètres. En grandissant, ces bivalves migrent vers le fond. Ainsi, les nacres rencontrées près de la surface sont les plus jeunes, et celles que l'on trouve en profondeur, les plus âgées. Les gastéropodes marins se déplacent en rampant grâce aux pieds, leur seul organe de locomotion. Il est aidé dans cette fonction par le mucus. Le mucus, constitué de sécrétions visqueuses et translucides, peu solubles dans l'eau, est produit par des glandes de la peau. C'est grâce à lui que les gastéropodes semblent glisser, rapides et légers. Mais toute règle a son exception. Le vermet est un gastéropode statique qui vit en permanence dans un tube, fixé à un rocher. Les plus rapides sont de loin les céphalopodes, qui se déplacent comme s'ils étaient équipés d'un moteur à réaction. C'est un mode de propulsion par jet. L'eau est expulsée lors de la contraction des muscles du manteau et le siphon s'oriente pour diriger l'animal où il le souhaite.
Chose étrange, certains bivalves utilisent pour fuir un mode de propulsion analogue. Celui-ci se propulse de manière assez rapide, en refermant brusquement ses valves. Ces déplacements ressemblent à une série de bonds. En fait, tous les mollusques ont adopté des techniques très différentes pour se mouvoir, et leur manière de se déplacer est intimement liée à leur manière de se nourrir. Les bivalves, dont la plupart n'ont pas la capacité de se déplacer, sont des filtreurs. Les particules filtrées sont imbibées de mucus et acheminées vers la bouche, sous l'action de mouvements ciliaires. Dans l'estomac, elles seront triées et digérées. L'eau de mer est ainsi filtrée dans un double but, respirer et se nourrir. Certains gastéropodes se nourrissent de particules arrachées à la surface des rochers, essentiellement des algues. Pour ce faire, ils utilisent une langue râpeuse recouverte de minuscules dents qui va permettre notamment au brouteur de détacher la nourriture de son support. C'est le cas des patelles qui vivent près de la surface. Elles se nourrissent sur place en utilisant elles aussi leur langue. Celle des patelles est particulièrement longue, environ 1,5 fois la longueur de la coquille, et leur permet d'atteindre sans bouger un territoire suffisamment étendu. Beaucoup de gastéropodes sont des brouteurs herbivores, comme les bigorneaux qui se nourrissent d'algues marines. Certains gastéropodes sont charognards. Lorsqu'ils détectent l'odeur d'un corps en décomposition, ils partent en quête de leur repas. Ce poisson mort s'avère alors être une aubaine. Ensemble, ils se nourrissent des restes du poisson, mangent tout ce qui est comestible et débarrassent ainsi la mer de ses cadavres. D'autres escargots marins sont carnivores. En redoutables prédateurs, ils ont transformé leur langue en une trompe musculeuse qui leur permet de perforer une coquille. Les thons comptent parmi les plus grands gastéropodes carnivores à activité nocturne. Lorsque l'animal part en chasse, le siphon s'étire pour remplir son rôle olfactif. Le courant d'eau aspiré en permanence apporte les odeurs des proies animales. Chez les seiches, la langue est devenue une longue et dangereuse lance. Grâce à elle, la seiche peut attraper des proies qui, pensant être à bonne distance, ne se méfient pas du danger. Aussitôt capturée, la proie est amenée à un bec solide et tranchant. Les seiches ont aussi à leur disposition d'autres moyens qui facilitent la chasse. Il s'agit d'animaux qui changent de couleur en quelques secondes. Leur peau s'adapte au milieu ambiant.
passer incognito, elles contractent ou dilatent des cellules élastiques remplies de pigments de couleurs différentes. Au-dessus des cellules pigmentées existent des cellules irisées qui réfléchissent la lumière. La seiche Latimanus s'en sert pour hypnotiser ses proies. Les poulpes, quant à eux, utilisent leurs tentacules pour chasser. Ils sont friands de crabes et de bivalves. Pour manger un bivalve, le poulpe ouvre en force la coquille avec ses tentacules, qu'il utilise comme des bras. L'amas de coquilles vides qui entoure l'habitat de ce poulpe témoigne à la fois de sa dextérité et de sa gourmandise. Mais les céphalopodes sont eux aussi des proies très recherchées. Les carnivores en raffolent. Pour ce poulpe des sables, la situation n'est pas simple. Il doit fuir en se faufilant au milieu de cette prairie sous-marine. Se faire attraper serait fatal. S'enterrer semble la solution la plus efficace. Certains gastéropodes possèdent une coquille qu'on pourrait penser protectrice. Cependant, elle ne représente ni une barrière, ni un frein pour ce labre. Une fois le coquillage saisi, le poisson casse la coquille et la recrache, puis trie les morceaux et mange les parties comestibles. La coquille n'étant pas toujours le meilleur moyen de se protéger, certains mollusques ont développé des stratégies différentes pour échapper à leurs prédateurs. En plus de la capacité de changer de couleur, les céphalopodes peuvent aussi modifier la texture de leur corps et ainsi changer d'apparence. Ils contrôlent la forme et le degré d'expansion de leurs papilles. S'ils ne les étendent pas, la peau apparaît lisse. S'ils les étendent au maximum, elle apparaît alors rugueuse. Ils s'en servent pour se fondre dans le paysage et disparaître. Ils sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Si tous ces subterfuges ne sont pas suffisants, les céphalopodes déploient une dernière arme, le nuage d'encre. L'encre qu'ils crachent forme un écran visuel et chimique qui a une double fonction.
Il déroute les attaquants qui vont tout naturellement marquer un temps d'arrêt. Et durant cette fraction de seconde, l'assiégé va en profiter pour s'enfuir. Cette fuite pourra être suivie d'un enfouissement, garant de sa sécurité. D'autres ont choisi la parade ultime en se rendant toxiques. Certains sont venimeux, comme le poulpe à anneau bleu, un des venins les plus puissants de la planète. Il ne pèse peut-être qu'une cinquantaine de grammes et ne dépasse pas la dizaine de centimètres, mais il est l'un des céphalopodes capables de tuer un homme. Son venin agit en quelques minutes et provoque une détresse respiratoire qui peut être fatale. Sa cousine, la seiche flamboyante, dont les couleurs sont aussi attrayantes que celles du poulpe à anneau bleu, sécrète une toxine aussi meurtrière que lui. Des limaces, dépourvues de coquilles, produisent des substances défensives en se nourrissant d'anémones toxiques. Les couleurs vives qu'elles arborent signalent leur toxicité et dissuadent bon nombre de prédateurs. Dans une autre catégorie se trouve un mollusque capable d'imiter différents animaux, selon le prédateur à tromper. Il s'agit du poulpe mimétique, qui peut atteindre environ 60 cm. Vivant dans les mers tropicales d'Asie du Sud-Est et découvert en 1998, il est capable d'imiter l'apparence et les mouvements de plus d'une quinzaine d'espèces, dont les serpents de mer, les rascasses volantes ou encore les méduses. Il accomplit cette prouesse en se contorsionnant, corps et bras, et en changeant de couleur. Le poulpe mimétique est la première espèce connue à se faire passer pour un autre animal. D'après des observations scientifiques, il choisit l'animal à imiter en fonction du prédateur. Sur ces images, il veut se faire passer pour une rascasse volante. Toutes ces techniques n'ont qu'un seul but, se nourrir sans être mangé. L'objectif final demeurant certainement la reproduction. Chez les mollusques, la reproduction est toujours sexuée. Toutes les formes sont représentées, mais celles à sexe séparé sont les plus fréquentes. Les mollusques sont tous ovipares. Généralement, c'est une petite larve très différente de l'adulte qui sort de l'œuf. La plupart des bivalves n'ont pas d'organes copulateurs. Soit les femelles sécrètent une substance qui déclenche l'éjaculation des mâles, soit les espèces hermaphrodites produisent en même temps ovules et spermatozoïdes. Certaines huîtres, quant à elles, peuvent même changer de sexe au cours de leur vie. Elles font preuve d'hermaphrodisme successif. Une année, elles seront femelles, puis deviendront mâles plus tard. La ponte des bivalves se manifeste par un lâcher d'ovules et de spermatozoïdes. Ils se rencontrent au hasard des courants marins. Les larves, une fois écloses, commencent alors une vie planctonique. Elles se mêlent à d'autres larves de poissons et de crustacés. Ensemble, ils constituent une partie du zooplancton. Sur les milliards de larves ainsi formées, seuls 10% survivent. Les larves constituent une source de nourriture pour de très nombreuses espèces marines,
Les poissons, bien sûr, mais aussi le corail qui les attrape à l'aide de ses polypes. Certains bivalves et quelques gastéropodes incubent leurs œufs. Sur ces images, dans un premier temps, on ne remarque qu'un rassemblement d'escargots. Puis, on voit très nettement des milliers de points blancs dispersés aux alentours, les œufs. Il s'agit sans doute d'une ponte collective qui a lieu après un accouplement collectif. Deux formes de reproduction se rencontrent chez certains gastéropodes. Les nudibranches, par exemple, sont mâles et femelles à la fois. Ils sont capables d'hermaphrodisme, donc de s'auto-reproduire. Cependant, ils privilégient la reproduction avec un ou plusieurs partenaires. Pour s'accoupler, les animaux se placent généralement tête bêche, l'organe copulateur étant placé à droite du corps. Il n'est pas rare de rencontrer un accouplement de plusieurs individus, comme ici, où il semblerait qu'il soit au moins 3. Quelque temps après, il est possible d'apercevoir, à l'intérieur du corps, les œufs, par transparence. La ponte des nudibranches forme habituellement de longs rubans spiralés. La ponte peut durer très longtemps. Les œufs sont minuscules et à peine visibles à l'œil nu. Ils vont éclore dans quelques semaines. Ils peuvent avoir plusieurs couleurs. Cette belle corolle rouge qui danse au gré du courant est la ponte de la danseuse espagnole. On la reconnaît à sa couleur et à sa jupe à volants. Ses œufs sont de la même couleur qu'elle et comme une signature, elle reproduit un ruban spiralé, une corolle, qui comporte plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'œufs. Comme la quasi-totalité des mollusques, les gastéropodes n'assurent pas la garde de leurs œufs, ce comportement étant réservé à quelques rares céphalopodes, comme certains poulpes. Chez les céphalopodes, les sexes sont toujours séparés et la reproduction très perfectionnée. Chez le poulpe mâle, un ou deux bras sont modifiés et permettent l'accouplement. L'accouplement peut durer plusieurs heures. Après la ponte, la femelle poulpe surveille ses œufs, suspendus en grappe, au plafond d'une niche rocheuse. Pendant 6 semaines, elle les protège, les aère et les nettoie sans manger. Après l'éclosion, elle meurt affaiblie et décharnée, d'une mort génétiquement programmée. Les seiches, quant à elles, se livrent à des danses nuptiales et des changements de coloris spectaculaires. L'accouplement a lieu face à face, le mâle déposant son sperme dans le manteau de la femelle.
D'autres mâles entourent le couple. Ils donnent l'impression de guetter, d'attendre que le couple se sépare. Jalousie et rivalité ont l'air d'être de la partie. Après l'accouplement, les œufs de la seiche sont fécondés dans le corps de la femelle. Ils sont ensuite déposés dans un lieu protégé. Cette seiche, par exemple, les met à l'abri des prédateurs dans le corail. D'autres les déposent en grappe. Les œufs contiennent des seiches miniatures qui passeront environ 3 semaines dans ce cocon. Le petit mollusque qui sort de l'œuf ressemble déjà à l'adulte. Il est prêt à larguer son ancre ou à s'enfouir dans le sable. Est-ce un signe de la supériorité des céphalopodes ? Des études scientifiques ont mis en évidence leur capacité à apprendre et à mémoriser des événements simples. Les céphalopodes seraient aussi capables de discerner des couleurs et des formes. Tous ces animaux apparaissent beaucoup plus complexes qu'on ne l'imaginait. Comment ne pas être fasciné par cette rencontre? Croiser par hasard ce petit animal roux sans le connaître surprend et étonne. Classé parmi les grandes limaces, ce gastéropode est plus généralement connu sous le terme de lièvre de mer. Cet animal est totalement paradoxal. Il semble voler en complète harmonie avec le milieu aquatique, déployant avec élégance, en un rythme mélodieux, ce qui ressemble à 2 grandes ailes. Par ailleurs, le lièvre de mer possède peu de neurones, mais des neurones gigantesques, les plus gros du monde, qui intéressent tout particulièrement les scientifiques. À la fois limace, lièvre et oiseau, ce mollusque plein de charme a tout pour séduire. Et que dire de l'apparence que prennent ces magnifiques gastéropodes nocturnes? Celui-ci est particulièrement sophistiqué et donne l'impression d'être vêtu d'un habit de fête.
la porcelaine tigre déploie la nuit un manteau qui recouvre toute la coquille. C'est une forteresse en attaque, toute pique dehors. Le manteau s'ouvre et se referme, dévoilant une magnifique coquille tachetée, ambrée en son milieu, comme illuminée de l'intérieur. Enfin, ce dernier a de petites touffes blanches sur un manteau de camailleux de gris. Ici, blottie au fond d'une cavité, la coquille électrique offre une image magique, presque surnaturelle. À intervalles réguliers, sa large bouche, entourée de frêles et longs tentacules rouge-orangé, s'ouvre et se referme en happant le plancton qui passe. Le ravissement vient d'ailleurs. La coquille émet comme un arc électrique qui hypnotise. Souriante ou ironique, à chacun son interprétation. Mais pour tous, un spectacle inattendu et déroutant. Un mollusque qui scintille et semble produire de l'électricité. Enfin, le mollusque qui déstabilise certainement le plus est le tétis. La tête ne se distingue pas du reste du corps. C'est un gastéropode caractérisé par une multitude de prolongements de chair. Sa tête, en forme de disque aplati, entourée d'un grand voile, est nettement plus large que le reste du corps. Tétis joue aussi sur la transparence, en laissant apparaître des masses rougeâtres, les organes internes. Comme une chevelure emmêlée, éclaboussée de taches, un être qui s'enroule sur lui-même. Translucide, cet ovni virevolte dans tous les sens. Tous ces animaux mous ont un seul point commun, l'absence de squelette. Et cette seule appellation de mollusque a quelque chose de repoussant. On imagine des animaux flasques, plutôt inertes et peu réactifs. Or, les mollusques cachent bien leur jeu. Habitat, déplacement, nourriture, mode de reproduction, tout est possible. Chacun a inventé sa propre vie avec originalité. Ils surprennent par les couleurs utilisées. Toute la palette est représentée. Et quand on sait que ces couleurs ne sont pas là par hasard, mais qu'elles répondent à un besoin vital bien précis, on peut parler sans ambiguïté d'esthétisme et d'intelligence. Quant à leur forme, des plus traditionnelles aux plus farfelues, toutes les classes rivalisent d'imagination. À chaque fois, c'est l'inattendu et l'irréel. Ce monde fantastique qui est loin d'être totalement exploré n'a pas fini de surprendre et d'émerveiller.